temps, malheureusement. Je vais donner la parole brièvement à Mylène Saulois. Mylène, tu es réalisatrice et autrice d'une bande dessinée intitulée Les filles du Kurdistan, une révolution féministe. Je savais que ce serait bref et c'est une dure tâche d'être là en position de conclure après toute cette beauté, toute cette délicatesse avec laquelle on a tous les gens présents ici ont tenté de décrire ce que c'est qu'une situation de massacre et d'extermination qui dure depuis si longtemps. Et moi, je voudrais rendre hommage justement à ça. Je voulais parler de mes films. Je fais surtout des films depuis 1998 dans les Kurdistans, de Turquie, de Syrie, du Rojava, et pas dire, pardon, ça l'est de dire les Kurdistans. Le Kurdistan. Mais je voulais parler de tout ça, mais ça m'est plus d'heure, tout le monde a raconté tout ce que c'est. Je voudrais dire que moi, ce qui me sidère, de massacre en massacre, de violence en violence, de bombardement en bombardement, c'est l'incroyable capacité du peuple kurde à résister avec sa culture, ses chants, sa musique, ses danses, sa poésie. C'est l'incroyable capacité de rebondir et de refaire des propositions politiques et de réinventer le politique et de redire à chaque fois qu'il y a d'autres choses possibles, d'autres manières de vivre ensemble possibles. Je veux dire deux mots pour revenir un peu en arrière sur l'Irak et la Syrie, sur le Rojava et le Kurdistan du nord de l'Irak dont on a très peu parlé, ou les bombardements de la Turquie, vous avez compris. Au nord de l'Irak, il y a des bombardements incessants depuis des années, des populations déplacées, des villages chrétiens, des villages kurdes qui sont déplacés. Il y a beaucoup de bombardements où on utilise du phosphore blanc. Tous les témoins, les victimes, les journalistes, les médecins qui tentent de parler sont emprisonnés systématiquement. Et ça, c'est le gouvernement kurde d'Irak qui soutient Erdogan et qui négocie allègrement avec Erdogan, qui fait ça, c'est même pas les Turcs. Les bombardements sont bien turcs, ils sont en train de réinstaller une espèce de ceinture rouge pour couper les Kurdistans avec des villages islamistes, avec des populations déplacées de Syrie, des islamistes déplacés de Syrie, et qui réinstallent dans ces zones. Ils font pareil, comme ils ont fait à Afrin, au nord de la Syrie. Et donc ils sont en train d'installer une ceinture islamiste. C'est des villages où on entend, où les lignes téléphoniques sont turques, où la télévision est turque. On est au nord de l'Irak. On n'est même pas à la frontière turque en Syrie, on est au nord de l'Irak, et tout est turquifié. Et ça, personne n'en parle. L'Organisation internationale contre les armes chimiques a été saisie à plusieurs reprises, comme c'est surtout du phosphore blanc qui est dans une zone un peu confuse, qui n'est pas considérée comme une arme chimique, puisque c'est autorisé pour des fusées, pour des lacrymogènes, etc., mais qui n'est sûrement pas utilisé comme ça, alors ils se couvrent avec ça pour ne pas en parler. Et donc, ça, c'est une situation permanente depuis un moment. Moi, je suis allée en 2022 et en 2023 au Rojava. J'ai retrouvé entre autres un enfant, et ça c'est pour dire la responsabilité de la France dans tout ça, un enfant dont on avait beaucoup parlé, qui s'appelle Mohamed, qui avait été brûlé par du phosphore blanc à Serekaniye, quand la Turquie, après le fameux tweet de Trump, disons, allez-y, vous avez les mains libres, on se retire de Syrie, quand la Turquie avait commencé ses bombardements, recommencé ses bombardements sur la frontière, et que la ville des Serekaniye a été rasée, puis occupée par des islamistes, il y a eu énormément de blessés avec des drôles d'armes, et c'était encore du phosphore blanc. Il y a un enfant qui a été tellement brûlé que personne n'arrivait à calmer sa douleur, à le faire taire, simplement qui a été rapatrié en France, soigné 3 mois à l'hôpital Percy, un hôpital militaire, il est mort à Rafat d'ailleurs, et on l'a renvoyé dans un camp de réfugiés où je l'ai retrouvé sans aucun rapport, sans aucune... Rien, tout le monde sait que c'est du phosphore blanc, rien n'a été dit. Comme si Macron, le gouvernement, la France gardait dans un tiroir la possibilité d'utiliser un jour ça envers la Turquie et de dire, bah voilà, nous on sait, on a ça, mais en attendant on dit rien, on continue à comprendre. Sur le Sinjar l'année dernière, donc chez les Yézidis, où c'est bombardé aussi, tout le nord est bombardé. Les Yézidis, après le massacre de 2014, avaient été sauvés, beaucoup d'entre vous le savent, une partie des Yézidis, une petite partie par un corridor entre le nord de l'Irak et la Syrie et le Rojava, qui a été établi par le PKK et les unités de femmes.
Et ils ont une grande gratitude, et beaucoup de yézidis demandent à être attachés à ce système démocratique et tolérant, parce qu'ils sont une minorité confessionnelle massacrée à cause de sa religion, à cause dans un milieu immensément sunnite. Et donc beaucoup de gens, beaucoup de yézidis demandent à être rattachés. On a mis 8 heures à faire 200 km, il y a 18 checkpoints pour aller de Erbil, disons, de Erbil, ouais, à Sinjar, c'est des checkpoints de tout le monde. C'est une population traumatisée, massacrée, victime d'un génocide qu'on a mis sous cloche et qu'on ne peut plus aller voir. On ne peut même plus, les journalistes ne peuvent plus, personne n'a plus accès à ça. Sur le Rojava, beaucoup de gens en ont parlé, hein, les bombardements ont repris, ça n'a pas arrêté. J'étais aussi l'année dernière, il y a un an. Ce que je veux dire juste pour conclure, c'est que le Rojava et toutes les routes du nord de l'Irak sont parsemées de camps de réfugiés. Il y en a partout. C'est la trace immonde de ces gens qu'on déplace au rythme des guerres et pour lesquels aucune solution n'est trouvée. Des gens qui ont perdu leur maison, qui ont tout perdu. Les Syriens aussi, hein, les Kurdes. Des millions de Syriens ont été aussi déplacés. Mais en tout cas là, voilà, ce sont des Kurdes. Et au milieu de tout ça, il y a une expérience de politique, sociale, sociétale, inspirante, et c'est ça qu'on assassine. C'est une possibilité de vivre ensemble, c'est une proposition d'une société multiethnique, pluriconfessionnelle, laïque et pluriconfessionnelle, qui s'inscrit dans la tolérance, la parité, le féminisme, qui tente de construire un nouveau modèle social au milieu de la guerre, au milieu d'une violence extrême, dans une région où personne ne pouvait imaginer que les femmes seraient en première ligne pour être à l'avant-garde d'une révolution sociale. C'est ça qu'on assassine, c'est ça qu'Erdogan ne supporte pas, c'est ça qui est bombardé jour après jour. Je peux vous dire que tous les gens qui ont été enfermés ou assassinés de films qu'on fait, à chaque fois qu'on revient, la dernière en date, c'est la directrice de l'orphelinat, où sont les enfants de Daesh, les enfants du viol, hein, qui sont les enfants des yézidis, qui sont beaucoup, et d'autres femmes, et qui était ministre, sous-ministre, co-ministre du ministère des Femmes, qui est assassinée par un drone. Pourquoi on assassine la directrice d'un orphelinat? Voilà. Et tout ça, tout ce qu'on assassine, c'est une société, c'est une volonté de reconstruire. Je voudrais dire que ce qu'il faut libérer aujourd'hui, c'est la liberté d'être, de penser, de chanter, de danser, de vivre ensemble. Et c'est un exemple pour nous tous. Et je pense que c'est ça qu'on assassine là-bas, c'est la beauté, c'est la volonté de vivre, c'est cette incroyable force de vie, force vitale. Et je voulais dire que je pense que la culture ne meurt pas sous les bombes. Et merci aux Kurdes d'être là. Pour clore, on va écouter la chorale Estacanti, que j'invite à se préparer. Pendant ce temps